Vous êtes sur Radio Courtoisie. Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie en partenariat avec nos amis de l'Incorrect, de Valeurs Actuelles, de Boulevard Voltaire et du Monde Moderne. Au menu ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Éric Zemmour à l'occasion de la sortie de son livre « La messe n'est pas dite » aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage, il nous appelle face aux périls qui nous font face, non pas à un sursaut républicain, comme le ferait n'importe quel politicien, avec les poncifs inévitables, avec les salades habituelles, et qui font que peut-être nous ne l'aurions même pas eu envie de l'inviter. Éric Zemmour donc nous appelle non pas à un sursaut républicain, mais à un sursaut chrétien. Et là, c'est autrement plus intéressant, c'est plus profond, c'est disruptif, comme on dit quand on veut avoir l'air très sérieux. Et j'aime les mots à la mode qui font sérieux. Et Éric Zemmour donc nous rappelle que le christianisme reste, de manière plus sérieuse, un vrai signe de rupture et même un signe de ralliement beaucoup plus puissant finalement que la République et ses valeurs abstraites qui, en outre, ont quand même fait la preuve de leur échec depuis un bon demi-siècle. Par cet ouvrage, il nous rappelle aussi qu'il n'est pas un politique comme les autres, mais qu'il demeure avant tout un intellectuel capable de dépasser l'écume des choses pour aller au fond des problèmes. Et ensuite, évidemment, nous pouvons être d'accord ou non, comme par exemple avec le concept de judéo-christianisme, avec sa conception de l'Église, avec plein d'autres choses sans doute, mais précisément parce qu'il s'agit d'un livre qui fait vraiment réfléchir. Et un livre qui émeut aussi, je pense que nous serons quelques-uns à être d'accord autour de cette table, et c'est donc de tout cela dont nous allons parler avec lui durant une heure, les accords, les désaccords, les émotions suscitées par son ouvrage, et les réflexions aussi. Je pense qu'avec un tel éloge, il me reste plus qu'à partir parce que ça peut pas être mieux. Attendez. In cauda venenum. Oui, justement. Nous passerons ensuite à notre rendez-vous de la réinformation. Donc d'abord avec la sortie annoncée d'un livre de Nicolas Sarkozy sur son aventure carcérale, donc un livre écrit en à peu près 30 jours sur son incarcération de 20 jours dans le quartier des personnalités protégées de la prison de la Santé. Et au vu de l'annonce et des réactions médiatiques, le récit de cette épreuve semble se situer quelque part entre l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, le comte de Monte Cristo de Dumas et les vacances du petit Nicolas de Gospé et Sampini, pour ceux qui ont connu cette parodie de Sampé et Goscinny, qui était en fait signée Michel de Gégère, notre camarade, ami plutôt du Figaro. Nous parlerons ensuite de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, qui, espère-t-il, et c'est ce qu'il dit en tout cas, il espère, je cite, concrétiser une relation renouvelée avec l'Afrique à rebours de l'héritage de la France coloniale, la France-Afrique. Et il espère, c'est sa citation, c'est le communiqué de l'Élysée, donc c'est vrai, enfin c'est vrai, en tout cas c'est ce qu'il dit, et il espère donc tourner la page, je le cite toujours, des échecs diplomatiques au Niger, au Mali et un peu partout ailleurs. Bon là c'est moi qui parle à sa place. Retour en France ensuite avec la place de plus en plus importante du narcotrafic dans la vie des Français, des règlements de compte en pleine rue à l'influence des gangs dans les futures élections municipales. La question est, peut-on sereinement s'en remettre aux déclarations de Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur passé à la justice, lorsqu'il affirme s'inspirer des lois et méthodes antimafia de l'Italie pour juguler le problème chez nous, ou faut-il avoir un petit doute au moment où l'un des plus dangereux trafiquants de France, incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, vient de bénéficier d'une permission de sortie en toute liberté, et ce, malgré le désaccord ouvertement formulé par le ministre de la Justice. C'est quand même assez cocasse. Et enfin, pour se quitter sur une note culturelle, nous reviendrons sur la décision de la société qui administre le Moulin Rouge de résilier les baux des appartements-musées de Jacques Prévert et Boris Vian pour les détruire et construire à leur place une nouvelle salle visant à assurer donc 2 revues simultanées ainsi qu'un petit théâtre italien, je cite également, et le but avoué est de répondre à la demande des touristes. Alors la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que la parodie du Paris en carton-pâte va détruire les vestiges du vrai Paris ? Les candidats à la mairie de Paris, justement pour les municipales, commencent à s'emparer du sujet. Nous n'hésiterons pas à donner aussi notre avis. Et nous le ferons donc avec le French Cancan de la réinformation, avec Marc Hainaut de Valeurs Actuelles, bonsoir. Avec Richard Desèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, avec Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect, avec Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et Xavier Van Lierde, journaliste et administrateur de Radio Courtoisie.
Je vous garde à l'écart du French Cancan de la réinformation, Éric Zemmour. Et nous commençons donc. Alors j'annonce aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent pendant 1 heure poser leurs questions à Éric Zemmour. Vous pouvez écrire un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou téléphoner au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Alors, Éric Zemmour, donc vous publiez La messe n'est pas dite aux éditions Fayard, un ouvrage donc dans lequel vous appelez à un sursaut judéo-chrétien pour sauver la France du péril musulman, puis peut-être plus largement aussi du péril du relativisme libéral-libertaire, qui amène un certain nombre de personnes à avoir des aberrations intellectuelles ou spirituelles de nos jours. Et alors, je me suis permis de le résumer en 4 mots, vous me direz si ça vous semble justifié, c'est « in hoc signo vinces », c'est-à-dire « sous ce signe, tu vaincras », qui sont les paroles, d'après Eusèbe de Césarée, qui ont été dites à Constantin par le Christ à la veille de la bataille du pont Milvius. C'était en 312, on est en 2025. C'est évocateur. Oui, ça vous parle ? Ça me parle. Donc, quelques centaines d'années après, quelques milliers d'années après, voilà, vous renouvelez. Écoutez, vous me surprenez un peu parce que j'avais oublié ou je ne connaissais pas cette exhortation, c'est magnifique. Maintenant, bon, vous avez compris ce que j'ai voulu faire dans ce livre. Tout simplement, déjà, rappeler aux gens d'où ils venaient. Je pense que c'est l'essentiel. D'abord, c'est on a une époque très particulière où on a mis en œuvre la grande exhortation révolutionnaire de la table rase. Contrairement à ce qu'on a dit, la République, la Troisième République, n'avait pas mis en œuvre. Elle avait, on peut dire, essayé d'endoctriner, utiliser l'école publique pour valoriser le discours révolutionnaire et républicain. Mais je tiens à le rappeler toujours, le niveau de l'école était remarquable. Et donc, ça permettait à chacun d'avoir les connaissances minimales pour se faire, après, sa propre approche de l'histoire de France, de la culture française, etc. Pour la première fois, il y a eu une volonté délibérée, je pense que c'était délibéré, sans faire de complotisme aucun, j'ai toutes les preuves qu'on veut, de la gauche et de la droite d'ailleurs, on peut en parler, de détruire l'héritage, de ne plus enseigner aux enfants l'histoire de France. La droite par lâcheté ou par paresse ou par conformisme ? Non. Pas seulement. Pas seulement ? Pas seulement. Il y a par exemple, puisque vous m'interrogez, un projet chez Georges Pompidou et chez Valéry Giscard d'Estaing d'en finir avec l'histoire qui est le creuset de tous les ressentiments, de toutes les haines, de toutes les guerres. Paul Valéry a une phrase là-dessus. Et il y a cette volonté chez eux de ne plus enseigner l'histoire pour pouvoir enfin être un pays moderne. Ah bah j'avoue que j'ignorais. Non, je vous retrouverai les textes, etc. Et évidemment, de la part de la gauche, et en particulier de l'extrême gauche, parce qu'il y a une distinction, mais je parle sous le contrôle de Jean-Yves Le Gallou qui connaît ça par cœur, il y a une distinction à faire entre les communistes et l'extrême gauche. Les communistes étant communistes, mais respectaient la culture française, la culture littéraire française, Aragon, etc. L'extrême gauche, elle, a voulu vraiment faire table rase et détruire cet héritage culturel. Et dans cet héritage culturel, vous me voyez venir avec mes gros sabots, dans cet héritage culturel, évidemment, le fond de cet héritage culturel, c'est le catholicisme, puisque le catholicisme a fait la synthèse entre tous les héritages antiques, c'est-à-dire la révélation juive, la pensée grecque et le droit romain. Et tout ça, c'est le catholicisme, c'est l'Église qui en a fait la synthèse pour forger l'Europe et en particulier la France. Alors, il y a une chose que j'aimerais bien qu'on l'aborde, et pratiquement même que nous l'évacuions avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est ce que je disais tout à l'heure, votre livre ne ressemble pas à un livre de politicard. Pardon, mais ce n'est pas un livre où vous racontez
votre rapport avec les Français, votre lien charnel, blabla, avec le Périgord noir. Ça rappelle vos essais en réalité. Et donc, c'est plutôt le livre de quelqu'un qui a un message à faire passer, une réflexion qui a été approfondie. Presque politiquement, comment ça se situe dans une stratégie politique, ou voire politicienne? Vous dites ça rappelle mes essais, mais je n'ai jamais écrit rien d'autre. Oui, mais c'est pas un livre de politicien. Voyez. Non, mais je ne suis pas un politicien. Vous savez, c'est assez simple. Je suis un écrivain qui s'est jeté dans la bataille politique parce que je pense que mon pays est en danger de mort. Et donc que je veux défendre mon pays, et je considérais qu'il n'y avait pas de politicien, comme vous dites, quel que soit son parti, qui défendait et qui permettait de sauver mon pays. C'est tout. En même temps, je m'inscris dans une tradition française de l'écrivain qui s'engage en politique. Il y en a de nombreux. Il y a Chateaubriand, Lamartine, Barrès, Malraux, Aragon, enfin je veux dire de tous les bords. C'est une tradition française. C'est spécifiquement français. Et d'ailleurs, il y a même une tradition, et vous allez comprendre pourquoi vous avez les politiciens qui écrivent des livres, parce qu'il y a aussi la tradition du grand homme d'État écrivain. De Gaulle est un véritable écrivain, même si parfois il parodie un peu Chateaubriand, mais c'est un véritable écrivain. Richelieu est un véritable écrivain. Napoléon est un véritable écrivain. Ce sont des écrivains. C'est la France. Il n'y a que l'Angleterre qui nous ressemble pour ça un peu, avec des gars comme Churchill ou comme Disraeli, qui sont eux aussi des véritables écrivains. Vous voyez ? Mais c'est une tradition française. Et donc, du côté... Et donc le livre du politicard est une parodie. Exactement. En fait, c'est un hommage du vice à la vertu. Non, je plaisante pas, je pense que tous les politiciens, on le voit régulièrement... veulent se créer une stature. Oui, parce qu'ils sentent, c'est même, je vous dis, c'est un hommage du vice à la vertu, c'est même émouvant. Non, je dis ça avec un point d'ironie, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'il faut faire quelque chose qui ressemble à l'image que les Français ont de l'homme d'État français. Et donc, ils font ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a une part de... C'est un peu touchant. Bon, même si c'est ridicule, parce que le plus souvent, ils n'ont rien à dire, ils ne savent pas écrire. Comme disait Victor Hugo, la forme et le fond qui remonte à la surface. Donc, bon, voilà, on a tout. Mais au moins, ils essayent. Moi, je suis l'inverse. Je vous dis, je suis un écrivain qui s'est lancé en politique. Ce n'est pas la même chose. Arthur de Vatrigan. Vous l'avez rappelé, c'est un livre... pour essayer de rappeler d'où on vient, ce qui est quand même pas mal au moment où on parle des identités. C'est à la fois une déclaration d'amour au christianisme, c'est aussi un mea culpa, c'est aussi une critique très virulente à l'encontre de l'Église d'aujourd'hui. Bref, il y a beaucoup de choses très intéressantes et ça fait réagir. Quand Onfray parle d'écrire un bouquin sur Jésus qui n'existe pas, tout le monde s'en fout. Vous écrivez un bouquin sur le christianisme, ça fait réagir. Donc ça veut dire que vous pointez quelque chose. Et comment vous avez perçu la réaction des catholiques ? Il y a eu beaucoup de réactions à droite et à gauche. Et comment est-ce que vous y attendiez ? Est-ce que vous avez été surpris, déçu, enchanté ? Je peux peut-être donner un exemple, un truc qui m'a fait marrer. Dans l'exemple le plus drôle dans un papier de la vie d'un monseigneur, je crois, mais peut-être juste... je crois que c'est un vrai évêque. Juste le passage le plus sympathique à votre endroit, c'est outre les erreurs ou les approximations savamment mises en place, il y a aussi nombre d'hérésies qui auraient valu à l'auteur, dans des périodes dont il se dit nostalgique, des condamnations graves et solennelles. C'était le passage le plus gentil, ça m'a beaucoup amusé. C'est un évêque qui écrit ça dans la vie. C'est un exemple de réaction. Alors vous savez, j'ai la même chose du côté juif. Je vais vous raconter une anecdote que je trouve très drôle. Quand, pendant la présidentielle, le grand rabbin a dit que je n'étais pas juif et que j'étais excommunié, dans une synagogue, un juif lui a dit vous lui avez fait un grand honneur parce que dans l'histoire, il y en a deux, il y a Spinoza et lui. C'est pas mal. Donc c'était pas mal aussi. Donc vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense que des deux côtés, d'ailleurs, je vois les mêmes réactions, je pense que des deux côtés, je m'en prends aux institutions qui ont vraiment fauté. Depuis les années 70, 80, je pense que des deux côtés, du côté de l'Église et du côté des institutions juives, elles ont vraiment fauté et elles sont coupables, toutes les deux, d'avoir fait le lit de cette situation catastrophique que nous vivons aujourd'hui.
Alors maintenant, pour les réactions des catholiques, moi, si vous voulez, je lis, j'écoute, toutes les réactions m'intéressent. Je ferai la différence entre les réactions violentes de ceux auxquels je m'attendais, c'est-à-dire en gros la mouvance des cathos de gauche, qui ont fait de l'Église une espèce d'ONG qui est là pour accueillir les migrants et pour dire tout le bien qu'ils pensaient de l'humanité. Bon, très bien, ça je m'attendais à leur réaction violente. De l'autre côté, il y a des incompréhensions et surtout, il y a des incompréhensions sur ce que j'ai voulu faire. On est là à pinailler sur ah mais il a dit ça, mais c'est pas exactement ça. Mais par exemple on me dit ah mais il a opposé Pierre et Paul de façon schématique. Oui, mais je l'assume. Parce que ce n'était pas ni un livre de théologie, ni un livre d'histoire de l'Église. Je voulais montrer les deux tendances historiques sur 2000 ans, que cet affrontement, qui effectivement était plus subtil que ça, et qui n'a jamais été un véritable affrontement, allait provoquer. Je lis, je ne sais plus dans quel papier, qui était plutôt bon d'ailleurs, Zemmour comprend rien, il dit que Pierre, en gros, est le père des marcionnistes, une hérésie pour le coup, et que Saint Paul est le père des protestants. Évidemment qu'à leur époque, ils ne connaissaient pas tout ça. J'essaye de montrer, vous voyez, des grandes lignes, ce que ça va donner, ce que c'est. Voilà, il y a des incompréhensions de gens de bonne foi. Et puis, évidemment, il y a des... Et d'ailleurs, il y a une autre incompréhension, mais ça, je suis sûr qu'on va y revenir, c'est le rapport que j'ai à la laïcité et l'utilisation que je veux faire de la laïcité. Ça, c'est pas compris du côté catholique. Et ça, si vous me permettez... Ah ben, c'est un vrai sujet. Absolument. Et ça vaut le coup, parce qu'évidemment, c'est un livre de 130 pages, donc ça vaut le coup d'être précisé. Alors, Xavier Van Lierde voulait poser une question, et Jean-Yves Le Gallou ensuite. On ne vous entend pas, Xavier. Ah, il faut que je mette le casque aussi. Oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, on ne vous entend pas. Tant pis. Alors, on va donner la parole à Jean-Yves Le Gallou parce qu'il y a un souci de son. Oui, alors au-delà des reproches qui peuvent être faits d'un côté ou de l'autre, il y a quand même, je pense, un sujet tout à fait essentiel, c'est-à-dire, d'un certain point de vue, la contradiction interne du christianisme ou du catholicisme entre une religion qui est devenue une religion identitaire pour l'Europe, et avec aujourd'hui la volonté d'un point de vue identitaire de se la réapproprier peut-être, et puis une religion qui a aussi vocation à l'universel, une religion universelle qui peut devenir une religion de l'universel. Et ça, cette contradiction-là, elle existe. Alors si je voulais être un peu provocant, on la voit même de manière extrême dans certaines circonstances. Si vous allez dans certaines provinces françaises enracinées, où il y a des calvaires, où il y a des processions, où il y a un mélange au fond de religieux et d'identitaires, je pense à la Corse en particulier, mais à la Bretagne aussi, bien sûr. Et que dans le même temps, vous avez un prêtre africain qui maîtrise pas forcément très bien la pensée européenne, et même, je le crains, la doctrine de l'Église, il y a quand même une contradiction assez forte. Alors là, vous voyez, Jean-Yves, c'est vraiment une dialectique qui est consubstantielle au catholicisme depuis les origines. C'est ce que j'explique dans le livre. Il y a vraiment une dialectique qui est une tension entre l'universel et la terre et les morts, comme dirait Barès, quoi. Vous voyez, le local, etc. Le problème, ce n'est pas cette tension, parce que cette tension, elle a toujours existé. J'évoque l'affrontement au XVIIe siècle entre Fénelon et Bossuet. Entre Fénelon, qui dit des phrases, honnêtement, qui pourraient être des universalistes d'aujourd'hui, quand il dit nous sommes davantage des membres de l'humanité qui est la grande patrie que dans celle où laquelle on en est. On est au XVIIe siècle. On se croirait aujourd'hui. Et Bossuet qui lui réplique vertement, mais pas du tout, nous devons d'abord aimer les Français, etc. On est là aussi dans l'affrontement aujourd'hui. Donc ça a toujours été l'affrontement. La nouveauté depuis 50 ans, c'est que les universalistes
ont écrasé les autres et qu'ils ont détruit les autres. Ça, c'est le vrai sujet. Et qu'aujourd'hui, il y a, vous avez tout à fait raison Jean-Yves, une révolte, un réveil de ce catholicisme identitaire que moi, je pousse, je soutiens de tout mon cœur et de toute mon âme, mais parce qu'on est allé beaucoup trop loin. Cette synthèse, en vérité, elle est le génie du christianisme. Mais auparavant, l'Église avait justement l'art de l'équilibrer et de compenser un universalisme de principe avec un respect des traditions locales, des identités locales, des nations, etc. Là, aujourd'hui, depuis 50 ans, on est complètement passé de l'autre côté et justement, le catholicisme identitaire a été vaincu. Donc, il faut absolument qu'il ressuscite. C'est ça, oui. Tout le travail que j'ai voulu faire. Oui, c'est votre conclusion. C'est la Pâque du renouvellement. Alors, on redonne la parole à Xavier Van Liert qui a réglé son problème de micro et ensuite Marc Hainaut. Oui, j'ai eu l'impression, Éric Zemmour, en lisant votre livre, qui marquait un jalon dans votre déjà longue évolution intellectuelle. Il y a 20 ans, lorsque nous avions connu, vous étiez plutôt, vous m'arrêtez si je me trompe, mais républicain, souverainiste, un peu colbertiste aussi. Ensuite, on vous a connu pendant la campagne présidentielle plus identitaire et libéral, identitaire en politique et libéral en économie. Puis maintenant, on vous découvre un peu dans la lignée de ce combat-là, menant un combat civilisationnel et même spirituel, mais qui du coup peut être un peu déstabilisant parce que ces frontières dépassent celles en quelque sorte de la France et même de l'Europe. Et je voulais savoir ce qui, dans ce cheminement, relevait d'une évolution personnelle ou de votre capacité à capter l'air du temps, les événements, et ce qui avait contribué. Est-ce que l'élection de Trump ou le 7 octobre, pour être encore plus précis, ont joué un rôle dans cette évolution, ou est-ce que c'est plus intime ? C'est dommage, vous avez bien commencé et vous finissez mal. Écoutez, votre description de mon évolution n'est pas erronée. J'assume tout à fait ce que vous avez dit au début. C'est-à-dire que oui, je suis de tradition plutôt républicaine et colbertiste et souverainiste. J'ai mené le combat contre Maastricht en 1992 à ma place de journaliste et j'étais très proche de tous les gens du nom, Charles Pasqua, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Jean-Marie Le Pen et Jean-Pierre Chevènement. Donc je ne renie pas du tout ce combat. Là où vous êtes injuste avec moi, c'est que si vous avez lu, puisque vous semblez m'avoir lu, si vous avez lu mon introduction dans un de mes livres de recueil de chroniques en 2015-2016, après les attentats, vous voyez que tout mon virage, comme vous dites, identitaire est là, en 20 pages. Et que j'assume tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, je l'explique comme ça dans le texte, vous pouvez le retrouver sans problème. J'assume tout ce que j'ai écrit à l'époque. J'estime que le combat souverainiste est toujours évidemment nécessaire, mais qu'il n'est plus en premier et qu'il faut aujourd'hui mener le combat identitaire. Je l'écris en 2015-2016 après les attentats de Charlie et du Bataclan. Pour moi, c'est net. J'ai 2 dates majeures. 89, les filles voilées de Creil. Je comprends que l'islam ne sera pas assimilable et que ce que ma famille a vécu ne sera pas refait alors que les gens viennent du même bled, si j'ose dire, que moi et que ma famille, mais ça ne se fera pas comme ça parce qu'il y a l'islam. Ça, c'est 89. Et deuxième moment, 2015, où là, je comprends que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le combat souverainiste a été nécessaire, valeureux, et que je continue à le mener, mais qu'il n'est plus le combat prioritaire est le combat de l'identité. Après, le combat de l'identité, évidemment, quand vous creusez qu'est-ce que c'est que l'identité française, eh ben, vous avez mon livre. Je n'ai pas attendu Donald Trump, je n'ai pas attendu J.D. Vance, etc. Mais, oui, je considère que la victoire de Donald Trump est un événement majeur. Oui, je considère que, effectivement, et c'est normal puisque le combat identitaire n'est pas seulement le combat de la France, il est le combat de toute l'Europe et de tout l'Occident. Oui, je l'assume ça aussi.
car c'est toute l'Europe et tout l'Occident qui, si nous ne menons pas ce combat, va mourir et va être enseveli par la civilisation islamique. Voyez. Et oui, j'estime que Donald Trump est une date très importante. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez l'histoire de l'Europe, quand vous plongez dans l'histoire de l'Europe, vous vous rendez compte d'une chose fondamentale. C'est que à chaque fois qu'il y a eu un mouvement, qu'il soit politique, idéologique, économique, culturel, qui est né quelque part, il s'est répandu immédiatement dans toute l'Europe. Et c'est d'ailleurs même la preuve même qu'il y a une civilisation européenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'on est, on est très ressemblants. Et deuxièmement, à chaque fois, depuis le XVIIIe siècle, qu'il y a eu une révolution en Amérique, elle est venue en Europe et elle a vaincu. Depuis la révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 89, jusqu'au mouvement californien des années 60 qui a donné mai 68, jusqu'au Reaganisme, vous voyez, etc. En passant par le wokisme. En passant par le wokisme. Et donc, oui, j'espère beaucoup en la victoire de Donald Trump, parce que pour moi, ça signifie que nous allons gagner. Et que ce mouvement que j'incarne, moi, en France, va être le mouvement porteur en France et en Europe. Alors, Marc Hainaut, et ensuite on va lire quelques messages des auditeurs de Radio Courtoisie. Ils sont nombreux. Maurice Clavel disait dans les années 70-80 aux cathos de gauche qu'ils avaient tellement peur d'être les derniers chrétiens qu'ils seront en réalité les derniers marxistes. Alors je sais que il est de bon ton de verser dans la guerre générationnelle en ce moment, mais on va essayer d'aller un peu au-delà. J'ai l'impression qu'en fait votre livre il s'adresse beaucoup à la jeunesse aussi, puisqu'on voit bien ce qui se passe dans l'Église catholique aujourd'hui. On a une génération d'évêques qui sont davantage des gestionnaires face à une jeunesse catholique qui, pour paraphraser Léon Bloy, cherche plus les Cosaques et le Saint-Esprit qu'un synode sur la synodalité. Vous dites dans votre livre que vous parlez beaucoup, que vous avez été très impressionné par votre campagne de cet amalgame en fait entre une jeunesse catholique, une jeunesse pas forcément croyante mais identitaire, et une jeunesse juive. C'est un peu ce qui a nourri la réflexion initiale de votre livre ? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Très bonne question, mais non. Non. Vous me dites, est-ce que c'est ça qui a nourri l'idée du livre ? Je vous dis non. En revanche, si vous me dites que cette observation a enrichi ma réflexion et que elle est à l'origine de la fin du livre, je vous dis oui. C'est pas la même chose. J'essaye d'être honnête et précis. Oui, j'étais très frappé pendant la campagne présidentielle et pendant les grands meetings, etc., de cette fraternisation entre la jeunesse juive et la jeunesse catholique, les deux étant des jeunesses identitaires. Et deuxièmement, comme je connais un petit peu l'histoire de France et que je sais que ça n'a pas toujours été le cas, ça a même été le contraire, que j'ai souvenir dans ma jeunesse, dans les années 80, d'une jeunesse juive de gauche qui passait son temps à culpabiliser le reste des Français en leur disant qu'ils avaient été complices de Pétain et qu'ils avaient été complices des Allemands surtout, et que si jamais ils renvoyaient les immigrés musulmans, c'est comme si ils renvoyaient les Juifs en 42. Moi je me souviens parce que j'étais en opposition à eux. Et que je raconte que mon père les insultait tous les 4 matins. Donc ça, je sais bien. Et on peut remonter encore dans l'histoire, au 19e siècle. L'alliance, en vérité, claire entre la République, les protestants et la minorité protestante et la minorité juive contre la majorité catholique, qui a évidemment fait des dégâts. Je cite Waldeck-Rousseau qui disait que les protestants et les juifs étaient les piliers de la République. Tout ça a laissé des traces. Et je le sais, je l'ai lu, je l'ai compris, j'ai combattu dans les années 80-90. Voilà, donc aujourd'hui, je dis, je suis heureux de voir la fin de cette histoire-là, parce que je pense que c'est le début d'une nouvelle histoire. Alors, c'est pas simple, c'est pas irénique, il y a encore des incompréhensions, il y a encore des... Vous voyez, mais en tout cas, on sent que l'histoire du siècle dernier est passée. Mais pardon, mais le cycle recommence, mais dans une France qui n'est plus catholique, dans une civilisation qui n'est plus vraiment chrétienne. Mais je sais bien que les catholiques sont devenus une minorité. Mais même la première génération de catholiques est née minoritaire sur son propre sol depuis...
On va donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie qui se pressent un peu. Là. On lit en rafale peut-être et Éric Zemmour répondra à ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Il y a une question hyper précise sur le fait que Trump, évidemment, est lié à l'immigration et qu'il a une vision de l'immigration et des crimes de l'immigration qui est fortement assénée aux États-Unis et même dans les messages qu'il adresse à l'Europe. Est-ce que vous avez l'impression que Trump pourrait soutenir Reconquête? Est-ce qu'il y a un appui américain à Reconquête à travers ce discours-là? Écoutez, vous vous souvenez que pendant la présidentielle, on s'est appelé au téléphone et qu'on s'est parlé pendant quelques temps, donc c'était une forme de soutien. Maintenant, non, je n'ai pas de soutien plus direct. Puis vous savez, malheureusement, je ne pourrais pas toucher dessous d'Elon Musk, vu que la loi française l'interdit. 7500 mais encore une fois, je ne renie pas du tout, je ne suis pas un représentant du Trumpisme en France. Je dis, il y a un mouvement occidental, européen, et il faut que la France prenne toute sa part et que je pense que je suis l'incarnation de ce mouvement. Voilà, c'est tout. Oui, et puis alors il y a aussi un mouvement, sans parler forcément de Donald Trump en personne, il y a quand même tout un élan avec des représentants conservateurs chrétiens américains qui arrivent en France, notamment à travers la CIPAC, et qui nouent des liens avec tous les partis je connais, j'ai rencontré européens. les gens d'Héritage Foundation. Je suis allé passer avec Sarah Knafo 15 jours à Los Angeles pour voir les gens du Claremont Institute. Je connais un peu maintenant ces gens. Je vais même avoir la chance de voir mon livre Le suicide français édité aux États-Unis au printemps prochain. Ça, c'est par mes contacts que j'ai pu forger là-bas. Donc oui, effectivement, vous avez raison. Et on voit dans les déclarations, je vois dans les déclarations de J.D. Vance, de Donald Trump, on dit toujours Donald Trump déteste l'Europe. C'est d'une bêtise crasse. Au contraire, Donald Trump veut sauver l'Europe. Quand il leur dit « mais vous allez être détruits par l'immigration islamique », il veut sauver l'Europe malgré ses dirigeants. Et j'ai vu il y a quelques jours le département d'État qui dit que maintenant il peut attaquer les gouvernements européens sur l'immigration pour atteindre aux droits de l'homme des peuples européens. Excusez-moi, mais j'applaudis des quatre mains. Alors, une autre question qui va vous faire applaudir aussi. Pourquoi ne pas rencontrer d'autres personnalités de droite, y compris Marion Maréchal, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Jordan Bardella? Vous adressez régulièrement des critiques au Rassemblement national. Nombre de Français souhaitent aujourd'hui une union des droites. Enfin voilà, vous avez compris, il y a un paquet union des droites sur la table. J'ai compris. Alors, bon. Donc, j'essaye d'être le plus synthétique possible parce que c'est pas le thème de la soirée, mais la question revient tout le temps. La question revient tout le temps parce que les électeurs sont obsédés par cette question. Et à juste titre, je les comprends. Et ils m'en parlent tout le temps. À chaque fois que je suis quelque part, on m'en parle. Bon. Il faut comprendre plusieurs choses. La première, c'est que, et je parle sous le contrôle de Jean-Yves Le Gallou qui m'a connu comme jeune journaliste, je fus longtemps le seul, je dis bien le seul, à critiquer l'attitude de Jacques Chirac et son fameux cordon sanitaire. Voilà. Je sais peut-être, vous allez trouver ça peut-être prétentieux, mais Jean-Yves Le Gallou confirmera, j'étais le seul journaliste et le seul dans la classe politico-médiatique. Et le seul à rencontrer relativement régulièrement Jean-Marie Le Pen, pas de manière hostile. Voilà. Merci. Donc là, j'ai une antériorité indéniable. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas, moi, me faire le procès de ne pas vouloir cette union des droites. Deuxièmement, ce que je dis, c'est que si tous les électeurs le veulent, ça n'a pas toujours été comme ça. D'ailleurs, je vis un moment un peu à l'envers, c'est-à-dire que quand j'étais journaliste et que j'étais contre le cordon sanitaire, la pression médiatique était, c'est honteux ce que vous dites, c'est immoral. Et maintenant, la pression médiatique est à l'envers. Il faut l'union des droites à toute force. Bon. Je tiens à dire que si tous les électeurs du Rassemblement national, les électeurs de Reconquête, les électeurs de LR, un peu moins les électeurs de LR, mais quand même, on est de l'ordre de 50 à 60%, 75% chez les électeurs du RN et 95% des électeurs de Reconquête, veulent ce rassemblement. Il y a un mais, c'est que les états-majors n'en veulent pas.
Madame Le Pen passe son temps à dire que c'est une plaie, qu'elle dit que c'est le scotch du capitaine Haddock. C'est le sparadrap, mais c'est pas grave. Bref, ça veut dire que ça lui casse les pieds. Les LR, le monsieur Retailleau, qui est quand même président de LR, dit qu'il ne veut pas d'union avec Reconquête et le Rassemblement national. Monsieur Bardella obéit à Madame Le Pen et dit qu'il veut le rassemblement des Français. Tout le monde veut le rassemblement des Français. Moi aussi, je veux bien être élu par 100% des Français sans problème. J'accepte. Bref, vous avez compris que ces gens-là ne veulent pas d'union des droites, pour des raisons diverses. Je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus, mais je pourrais vous les expliquer. Dont la première, c'est que le Rassemblement national est un parti de gauche. La deuxième, c'est que les élus de LR sont élus avec les voix de la gauche et du centre contre le RN. Donc vous voyez, ça rend problématique. Donc je dis à tous vos auditeurs et à tous les électeurs de droite, en politique, j'ai appris ça à la présidentielle, celui qui façonne les coalitions est le dominant, celui qui sort premier. On le voit avec Jean-Luc Mélenchon. En 2022, il sort premier à gauche, il tend la main aux socialistes qui ont fait 1,7%, il tend la main aux Verts, il tend la main même aux communistes, alors qu'il déteste personnellement Roussel, et il forge le nouveau Front populaire. Ok ? Madame Le Pen a fait l'inverse. Elle a dit, pas question de Zemmour comme ministre, elle a répondu à un journaliste, et elle a dit, mais pour Montebourg, je suis d'accord. Elle avait fait la même chose en 2017, elle avait dit, je m'en moque des électeurs de Fillon, je voudrais les électeurs de Mélenchon. C'est clair. Donc je dis à vos auditeurs et aux gens qui veulent l'union des droites, si vous voulez l'union des droites, et si vous voulez un programme de droite, vous votez pour Reconquête. Si nous sommes en tête, nous ferons, parce que nous jetterons la rancune à la rivière, selon l'expression de Valéry Giscard d'Estaing, donc nous tendrons la main aux gens du Rassemblement national et nous tendrons la main aux gens du LR. Donc, votez pour le RN ou votez pour LR et dire après on veut l'union des droites, c'est absolument antagoniste. Il faut choisir. Voilà. Alors, on revient peut-être au cœur du livre. Donc, parce que la messe n'est pas dite. C'est quand même mieux, puis c'est bientôt Noël, et puis l'union des droites, on va en bouffer pendant toutes les présidentielles. Revenons des vrais sujets. On y reviendra. Voilà. Je suis d'accord. On est d'accord. Dites ça à votre voisin. Ah bah non, c'est les auditeurs. On leur donne la parole. Là, j'insulte les auditeurs, l'air de rien. Je connais le coup des auditeurs. Et maintenant, je vais insulter Jean-Yves Le Gallou. J'ai des preuves. Arthur de Vatrigan, l'incorrect. Non, mais je vais répondre à Jean-Yves Le Gallou en prolongeant la question de Marc, parce que ça va au cœur de votre livre. Sur les prêtres africains, il y a quand même une dimension communautaire de la foi. Et là, j'arrive à celle de Marc qui dit la jeunesse identitaire, la jeunesse catholique qui est minoritaire. Ce qu'on lit dans votre livre, évidemment, et ce qu'on retrouve, c'est que c'est notre civilisation qui est le produit d'une foi et d'une morale. La foi, elle disparaît, la morale, elle a changé. La question, c'est comment on peut défendre une civilisation si la foi disparaît ? Est-ce que la chrétienté peut être sauvée ? Alors, vous citez Bernanos, évidemment. La chrétienté a créé l'Europe, la chrétienté est morte, l'Europe va crever. Ouais, et voilà. Et c'est comme ça. Comment on peut sauver la chrétienté, ou la chrétienté peut-elle être encore sauvée s'il n'y a plus de foi qui soutient la morale, parce que la morale catholique est un peu complexe. Si je voulais vous taquiner, je vous dirais que c'est une question de chrétiens. Oui, ça tombe bien. C'est pas fou. C'est pas fou. Il assume. Oui, mais vous comprenez pourquoi je vous dis ça ? Oui. Parce que, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est le catholicisme, le christianisme qui a forgé cette idée absolument transgressive à l'époque, phénoménalement transgressive, si j'ose m'exprimer ainsi, d'une religion fondée d'abord sur la foi. Il faut bien comprendre d'où on vient. Dans les sociétés de l'Antiquité, on a une religion par l'appartenance à une cité, Athènes, etc., avec les dieux qui vont avec, ou à un peuple, le peuple juif, c'est tout à fait ça, le Dieu du peuple juif, et la loi de Moïse. Et avec les préceptes qui vont avec. Et donc, on a à la fois une appartenance à une cité ou à un peuple, et le respect de prescriptions. Positive, tu dois faire ça. Négative, tu ne dois pas faire ça. Arrive, et c'est pour ça que vraiment j'insiste là-dessus dans le livre, Saint Paul, c'est une révolution inouïe.
Il dit, non mais les œuvres c'est important, la loi c'est important, mais si vous avez la foi en Jésus-Christ, c'est le plus important. Et il ajoute, vraiment, la révolution au carré, qui va tellement scandaliser les Juifs de l'époque. Il dit, si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes descendant d'Abraham. Ça veut dire que vous êtes membre du peuple juif. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment fondamental comme révolution. Et j'explique dans le livre que c'est ça qui a fondé la liberté individuelle, parce qu'évidemment, une foi, c'est intérieur, on ne peut pas aller le contrôler. Et c'est pour ça que je cite Rousseau qui disait le catholicisme, c'est la pire religion pour tout pouvoir, parce qu'on ne peut rien contrôler, quoi. C'est intérieur, on vous dit, ah bah non, voilà. Très bien. Alors, si on vous entend, donc s'il n'y a pas la foi, il n'y a peut rien avoir. Eh bien moi, je crois le contraire. Je crois que le catholicisme, alors c'est peut-être ma partie juive qui parle, c'est possible. En tout cas, moi je vous dis, la religion et le catholicisme, c'est une foi, mais c'est aussi une identité. Et cette identité peut être ressuscitée, peut être réapprise, peut être réenseignée. C'est un nouveau pari pascalien, c'est-à-dire qu'on applique les rites, on applique les gestes, et à la fin, la grâce survient. Exactement. C'est exactement ce que je crois. Et je vous dis, c'est peut-être un fonctionnement un peu juif, je vous l'accorde très bien. Mais, non, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, je pense vraiment ça. Et en plus, moi, c'est comme ça que je suis arrivé au christianisme. C'est par l'identité, c'est par la culture. J'ai été en extase, je le décris, hein. J'ai lu Pascal, je m'en suis pas remis, j'avais 12-13 ans. J'ai lu Chateaubriand, je ne m'en suis pas remis. J'ai vu les fresques dans les églises, non plus. Je suis allé à Rome, j'étais en extase. J'écoute Bach, voyez, je pleure, voyez, etc., etc. Donc, je sais que c'est le génie. Et c'est même le reproche que je fais. Alors, un des reproches que je fais à l'Église catholique, c'est d'avoir tellement protestantisé la religion catholique et les rituels qu'on ne passe plus par l'émotion, on passe uniquement par la raison. Vous voyez, je pense qu'il faut absolument revenir à l'émotion. Mais vous êtes un peu dur là-dessus sur l'Église, si vous me permettez, parce que on voit très bien que quand vous parlez de l'institution de l'Église, il y a le nom du pape François qui arrive. On a compris. Mais avant, non, mais j'entends très bien, évidemment. Bon, je me dis peut-être que je me suis que j'ai pas compris, que je verrai des fruits plus tard. Pour l'instant, j'ai encore des doutes. C'est le principe de la foi. Mais disons que dans l'institution, que l'Église, que vous êtes assez critique, il y a eu Jean-Paul, qu'en gros, après Vatican. Il faut quand même rappeler que Vatican a été pondu par Benoît XVI, que grâce à Vatican, ou après Vatican, Jean-Paul II, il y avait un péril totalitaire qui s'appelait le communisme, ils ont joué. Ensuite, il y a eu Benoît XVI, discours de Ratisbonne sur l'islamisme, il y a été. L'articulation foi et raison. Après, je vous l'accorde, il y a eu le petit souci, François. Mais justement, je voulais vous faire réagir sur Léon. Je vous accorde le reste. Et je vais vous faire réagir sur Léon XIV, qui a déclaré par rapport à, justement aux États-Unis de Donald Trump, personne n'a dit que les États-Unis devaient avoir des frontières ouvertes. Chaque pays a le droit de déterminer qui entre sur son territoire. Ça ne m'a pas échappé. Alors, j'y vois. Oui, ça ne m'a pas échappé cette phrase. Ça m'a réjoui. J'y vois ce que je décris un petit peu dans le livre, c'est-à-dire l'influence d'un catholicisme américain qui s'assume de manière identitaire et que peut-être qu'il est embarqué dans ce grand mouvement intellectuel. Alors, on a Xavier Van Leer qui voudrait reposer une question. Oui, je voulais faire une remarque, mais qui va dans le sens d'Éric Zemmour, puis pour répondre aussi à Arthur. Alors, je suis tout à fait d'accord que la foi a une place prépondérante dans la pratique catholique par rapport au rite, et notamment si on le compare au judaïsme. Toutefois, il faut pas exagérer non plus le rôle de la foi et de la relation personnelle à Dieu, parce que quand même, cette foi, elle s'appuyait sur une liturgie, sur une statuaire, sur une architecture, sur une foi populaire, avec des rites populaires. On faisait des bénédictions, des moissons, des bateaux, des chasses à courre, il y avait des kermesses, des fêtes. Et finalement, au fond du fond, le catholicisme identitaire, ce n'est rien d'autre que cela. Alors, Éric Zemmour, vous interrogez... On dit la même chose. Ce n'est pas... Oui. Est-ce que ce n'est pas ma part juive qui fait que ce c'est le catholicisme sensible qui m'a amené au catholicisme? Ben non, c'est le cas de tous les catholiques depuis des siècles. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous l'accorde vraiment volontiers. Alors,
Encore des questions? Ah oui, encore beaucoup de questions. Alors, on redonne la parole aux auditeurs. Voilà. Alors l'union des droites. C'est pas l'union des droites, c'est toute une question justement sur. C'est la question sur. Vous êtes évidemment d'origine juive, c'est cette manière d'ailleurs juive d'être au monde que vous reconnaissez dans ce catholicisme identitaire. Mais vous voyez, il a bien démontré le contraire, qu'en fait, il n'y a pas que ça. Voilà, il a tout à fait raison. Et la question que posent les auditeurs, c'est... en fait, il y a sans doute une antinomie entre la loi juive et la loi catholique, telle que l'histoire les a développées de manière concurrente. Et par ailleurs, un auditeur nous dit, qu'est-ce que vous faites des agnostiques et des athées? Autrement dit, dans ce renouveau du catholicisme identitaire, dans ce renouveau de la chrétienté, quelle est la place accordée à cette équation nouvelle des gens, en fait, qui ne croient pas? C'est une très bonne question. Malgré eux. C'est une très bonne question. Voilà. Moi, je veux... Non, sérieusement. Sérieusement. Je veux rassembler tous les gens qui veulent défendre la France et qui pensent, comme moi, que la France est d'abord une identité chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens, on vient d'expliquer la différence entre foi, identité, etc. Mais ça veut dire que, quelle que soit leur conviction profonde, ils tiennent à une identité française qui est absolument imprégné de christianisme. C'est la phrase de Suarez que je cite, qu'il aille ou non à la messe, le français a les évangiles dans le sang. Je le crois profondément. Et je pense, d'ailleurs, je vois les messages que je reçois de gens qui me disent je suis athée, mais je suis tout à fait d'accord avec vous ou avec toi, selon le rapport que j'ai avec ces gens. J'en ai beaucoup des messages comme ça. Et d'ailleurs, même des musulmans. Des musulmans qui sont un peu, évidemment, en indélicatesse, entre guillemets, avec l'islam. Par exemple, des Iraniens qui ont fui la révolution iranienne. Par exemple, des Kabyles qui sont persécutés depuis 60 ans par les Arabes algériens. Les Libanais, qu'ils soient chrétiens ou même musulmans, qui ont vu les ravages de la guerre civile. Vous voyez, etc., etc. Tous ces gens, ou même des gens âgés, parce qu'il y a une vraie guerre générationnelle au sein de l'islam en France aujourd'hui. Les gens âgés qui viennent me voir, qui m'arrêtent dans la rue, et qui, je pense en particulier à une dame qui est avec sa fille, et qui vient me voir et qui lui dit « c'est lui qui a raison ». Voilà, c'est lui qui a raison. Quand on était jeune, dit-elle à sa fille, l'islam c'était à la maison. Je m'en souviens, je peux vous raconter cette anecdote. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui ont intériorisé cette règle, qui était une règle évidente avant. Quand j'étais enfant, c'était une règle évidente pour tout le monde, quelle que soit leur religion. Alors, pardon, je voudrais juste revenir sur les incroyants et les athées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai cette tendance à croire, pour avoir voyagé parfois dans le monde oriental notamment, ou dans d'autres sphères de la planète, l'idée de ne pas croire en un Dieu donné est une folie, un truc qui n'existe pas pratiquement. C'est-à-dire que... Absolument, ça n'existe qu'en Occident. Oui, et bien donc sûr. je pense que ça, c'est quand même un héritage chrétien qui donne cette liberté mais mon cher, de ne pas croire. C'est exactement ce que j'explique. Exactement. C'est le christianisme. On pourrait, si on voudrait aller vite, le christianisme invente l'individu libre se révolte contre l'Église, et donc devient athée ou ce qu'on veut. Mais il y a qu'en Occident. Parce qu'évidemment, mais pour une raison simple, dans les autres civilisations, qu'elles soient islamiques ou confucéennes ou que sais-je, l'individu n'existe pas. Il faut quand même comprendre quelque chose qu'on n'y arrive même pas à imaginer. Oui. L'individu n'existe pas. Quand, d'ailleurs, j'ai discuté avec des amis chinois qui étaient en France, et ils me le confirment. Et évidemment, des musulmans de bonne foi me le confirment aussi. Et c'est toute d'ailleurs l'habileté rhétorique, souvent venue des frères musulmans. Quand vous voyez à la télévision une jeune femme voilée qui vous dit c'est ma liberté, c'est mon cheminement individuel et ma liberté qui me pousse à porter le voile, tu as envie de lui dire mais tu utilises des concepts qui n'existent pas dans ta religion. Et si Saint Paul est parti en Grèce et pas du côté de la Chine ou ailleurs, c'est en effet parce que la vérité, la dignité de la personne est née en Occident, quoi, en tout cas aux origines de l'Occident. Saint Thomas est allé en Chine. Je tiens à le dire. Ah oui. Oui.
Je vais juste revenir rapidement sur la place de l'islam justement en France, parce que c'est une des raisons aussi du réveil identitaire dans le catholicisme. C'est face à une civilisation parfaitement consciente d'elle-même, se pose la question de qui sommes-nous, nous. Vous parlez justement de cette guerre générationnelle entre les musulmans, entre les personnes, les premières générations qui sont beaucoup plus assimilées que les plus jeunes. Mais est-ce que c'est vraiment une question intellectuelle ou c'est tout simplement une question de nombre? C'est-à-dire qu'en fait, ceux de la première génération, ils étaient quand même beaucoup moins nombreux qu'avant et c'était peut-être plus difficile de s'imposer alors qu'on ne faisait pas nombre. En fait, est-ce que ce retour à la religion, pour l'appeler comme ça, des jeunes générations musulmanes, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'ils évoluent dans une société où leur entourage direct est à 100% musulman? En fait, ils ont recréé des enclaves musulmanes. Je dirais les deux, mon général. C'est-à-dire que je dirais que les anciennes générations qui avaient connu la France en Algérie et au Maroc, etc., étaient quand même beaucoup plus imprégnées et beaucoup plus admiratives de la France. Mais vous avez raison, c'est aussi parce qu'ils sont plus nombreux et donc plus puissants. Arthur de Vatrigan. Alors justement, sur l'islamisation, vous écrivez que pour le rempart à l'islamisation, on se repasse par la laïcité. Pas seulement. Non, mais une laïcité dans toute sa rigueur, la laïcité française, et en même temps, vous n'êtes pas dupe, parce que vous le dites clairement, que la laïcité a été conçue pour détruire le christianisme. Absolument. Alors comment on fait maintenant? Parce que invisibilisation de l'espace public, ça veut dire que pour la reconquête identitaire de la chrétienté, c'est compliqué. Et en même temps, est-ce qu'il faut une primauté, en gros, clairement, de la chrétienté C'est une très bonne question. C'est une question fondamentale, vous avez tout à fait raison. Vous avez compris que j'essaye de marcher sur mes deux jambes. C'est-à-dire que je pense qu'il faut redonner une primauté culturelle, avec un R, au catholicisme, pour bien rappeler à toutes les nouvelles générations combien la France a été façonnée par le catholicisme, que j'explique dans la première partie du livre. Et donc, sans conteste, et je vais vous donner après un exemple. Et deuxièmement, utilisation de la laïcité avec l'esprit de la laïcité, pas seulement le texte de la loi de 1905, parce que c'est tout le problème. C'est que, si vous voulez, c'est un peu comme le mariage. Il était tellement évident que le mariage était entre un homme et une femme qu'on ne l'a jamais écrit. Et que ça a permis la suite. Et bien là, il était tellement évident que l'esprit de la loi de 1905, c'était la religion à la maison et pas de religion entre guillemets dans l'espace public, avec des exceptions évidemment pour l'Église, etc., qu'on ne l'a pas écrit noir sur blanc. Et qu'aujourd'hui, tous les émules de type comme Bobéro, je ne sais pas si vous connaissez, des universitaires, qui ont dévoyé le sens de la loi de 1905 et sur lequel s'est fondée toute la stratégie des frères musulmans. Je sais, j'ai débattu, moi, avec Tariq Ramadan, plusieurs fois à la télévision. Et je sais comment il utilisait cette analyse et cette interprétation par Bobéro et par toute l'université française de la fameuse laïcité, vous savez, de liberté, loi de liberté, etc., au profit de l'islam. Donc, il faut en finir avec ça. Pour ça, ça demande une bataille culturelle qui n'est pas que je suis seul à mener. Vous savez, en arabe, laïcité est traduit par athéisme. Bon. Donc, il faut remettre absolument le principe, l'esprit de la laïcité en disant la religion, c'est à la maison. En fait, je répète toujours la même chose, pardon, c'est les gens qui m'ont déjà entendu dire ça. Je ne veux pas être le Luther de l'islam. Je ne veux pas changer l'islam. Je sais que c'est une orthopraxie, je sais qu'elle n'a pas justement ce lien fondé sur la spiritualité avec Dieu, c'est uniquement un rapport à la loi et au texte et au code juridique et en même temps une exaltation nationaliste et guerrière à rassembler les tribus de l'Oumma. Bon, ça c'est l'islam. Moi, je demande simplement aux musulmans français, s'ils veulent passer du statut de musulman de France au statut de français de confession musulmane, de changer leur approche de leur religion en la personnalisant, l'individualisant, en la spiritualisant. C'est tout. Après, je pense, vu le sondage d'il y a une semaine, que c'est mal parti. Donc, l'utilisation de la laïcité doit les contraindre à cela.
C'est très simple. Je vous disais que je ne voulais pas être Luther. En revanche, je veux bien être le Clermont-Tonnerre de l'islam. Et là, je cite le fameux discours de Clermont-Tonnerre à l'Assemblée nationale constituante en 1789, qui parle des Juifs et qui dit, la phrase est très connue, je veux tout donner aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation. Et, parce que le judaïsme ressemble en cela à l'islam. Plutôt, c'est l'islam qui ressemble en cela au judaïsme. C'est d'abord un peuple. Donc, il dit ça et il ajoute, ce qu'on ne cite jamais, parce que moi je suis allé chercher dans la suite du discours, il ajoute, on me dit qu'ils ne le veulent pas. Alors, dans ce cas-là, qu'on les bannisse, car il ne peut pas y avoir de nation dans la nation. Clermont-Tonnerre, la Révolution française. C'est clair comme de l'eau de roche. Qu'on les bannisse, ça veut dire remigration. Mais alors, en revanche, vous parlez de cette discrétion dans l'espace public pour les musulmans, mais pour les catholiques, parce que il faut, au contraire, si on veut rechristianiser, c'est tout l'enjeu. Vous avez raison. Assurer la visibilité des processions, arrêter d'avoir des débats chaque année sur la crèche géante dans la rue, sur le sapin, sur l'espace public. Alors, vous avez tout à fait raison. Et peut-être même faut-il prêter serment sur la Bible lorsqu'on est élu président. Mais pourquoi pas? Les Américains le font, les Russes le font. C'est la vraie question. Vous avez raison, il faut trouver un équilibre subtil entre l'affirmation culturelle du catholicisme comme, vous savez, si je voulais paraphraser Jean-Paul II, vous avez parlé de Jean-Paul II, comme frère aîné de tous les Français, quelle que soit leur confession, et en même temps faire respecter une laïcité stricte qui respecte quand même l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Vous voyez, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Je vous donne un seul exemple, vous allez comprendre. Au XIXe siècle, quand on a construit les belles synagogues qui sont dans Paris et les beaux temples protestants, il y avait une règle, c'est qu'ils devaient être construits derrière une façade d'immeuble, pour que justement, extérieurement, la France continue d'être le manteau d'église. Vous voyez? Et je peux vous dire, je connais une synagogue au Tournelles, face à la place des Vosges, qui est une des grandes, très belles d'ailleurs, synagogues de Paris. Vous savez que les Juifs doivent prier vers l'Est, puisque c'est vers Jérusalem. Et bien, comme l'Est, c'était face à la place des Vosges, donc on a fermé quand même cette façade, et les Juifs ont été obligés à contrario de leurs règles liturgiques, de prier de l'autre côté. Ça a l'air de rien, évidemment, pour un esprit agnostique et laïcisé, ce n'est rien du tout. Pour les Juifs, ce n'était pas rien. Donc je pense qu'on peut très bien trouver des solutions. On l'a fait dans le passé. Est-ce que, alors comme c'est la mode de triturer la Constitution de tous les côtés, on se dit pourquoi pas, mais c'était le débat au moment de l'Europe, est-ce qu'on a inscrit ou pas les racines le christianisme dans la Constitution. Est-ce que la primauté j'ai bien compris. Chrétienne culturellement fait la culture chrétienne. Voilà, je suis pas juriste, pas politique, mais quelles conséquences ça aura? Moi, je ne suis pas contre a priori, par principe. Je dis, sur quoi ça débouchera? Voilà. Les pères de l'Europe vous ont répondu, parce qu'ils ont expliqué au moment de ce débat-là que justement, comme l'Europe était un projet universaliste, il ne fallait rien marquer dans la Constitution qui empêcha ceux qui n'étaient pas chrétiens d'y venir. Mais justement, je pense que ce fut une grave erreur. Et je vous rappelle qu'on dit les pères de l'Europe. Non, c'est Jacques Chirac et Lionel Jospin. Là, je parlais du communiste qui avait gratté, mais on est d'accord. On est d'accord. Parce que les autres pays étaient d'accord. Hein. Et de l'or et... Moi, j'ai une question taquine, Éric Zemmour. Oh là. Je m'en vais, c'est bien ce que j'avais dit. Imaginons que vous soyez élu président de la République. C'est pas taquin, ça, c'est très sérieux. Non, c'est la suite qui est taquine. Est-ce que vous pourriez envisager, comme Clovis ou comme Henri IV, de vous convertir au christianisme, parce qu'après tout, Paris et la France veulent bien une messe? Accordez-moi que c'était un autre contexte historique. C'est pour ça que c'est taquin. Comme l'a dit votre voisin, une majorité énorme catholique, alors qu'aujourd'hui, nous avons une minorité catholique. Et en plus, honnêtement, moi, je ne suis pas malhonnête et je ne veux pas tromper les gens. Comme j'ai bien expliqué, et tout le monde l'a compris, que le catholicisme reposait sur la foi, si je n'ai pas la foi, me convertir, franchement, serait, comment on veut dire, je cherche... Pour imposer la loi. Non. Est-ce que Clovis avait la foi? Oui, je pense que oui.
Et le président de la je pense République, que oui, en tout cas sa femme. le président de la République est... Oui, Après la victoire, après la victoire. Le président de la République est chanoine de Saint-Jean-de-Latran. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous accepteriez du coup? Évidemment. Ouais. Ah, mais ça, c'est les traditions françaises. Ça, évidemment que je accepterai. Alors, on est arrivé au terme de la discussion. Est-ce qu'il reste une question éventuellement pour Éric Zemmour? Et moi, j'en ai une ultime. Non? Eh ben, je pose mon ultime question. Éric Zemmour, quel chef. Cette fois-ci, elle n'est pas taquine, la question. Est-ce que vous y croyez vraiment à la rechristianisation de la France? Dans le sens où je l'ai employé, oui. Je pense vraiment qu'il y a une jeunesse, je l'ai vu, une jeunesse qui est en train de se réapproprier. Alors, c'est encore confus, c'est encore parfois un peu balbutiant. Évidemment, hein, je ne surestime pas cela. Mais vous savez, on a déjà vu ça dans le passé. La déchristianisation. Vous savez, quand Chateaubriand écrit en 1800-1801 le génie du christianisme, il est convaincu, il l'écrit, je l'ai relu cet été, que le christianisme va disparaître de la France. Il écrit des pages là-dessus en disant « mais le christianisme va disparaître ». Et il n'est pas le seul. Il y a un critique littéraire de la fin du 19e siècle qui disait « il faut réécrire le génie du christianisme une fois par siècle ». Bon, effectivement. On connaît votre prochain livre, merci beaucoup. Celui-là, voilà. Merci. Je l'ai écrit. J'ai écrit mon petit génie du christianisme. Merci Éric Zemmour. Ça s'appelle donc La messe n'est pas dite aux éditions Fayard. Et merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Courtoisie. Et j'espère à une prochaine fois. Et peut-être plaisir. Avant même la sortie du prochain. Merci on va plus souvent. Merci encore. Merci. Alors nous passons à la suite. Chers amis, Radio Courtoisie pourrait se taire, car Radio Courtoisie, sans subvention ni publicité, ne vit que de vos dons. Radio Courtoisie fête ses 38 ans.